L'Olympique de Marseille doit absolument montrer un tout autre visage que ce qui a été fait en Grèce face à l'Olympiakos et de cette défaite 1-0. On va parler de ce match qui va être très compliqué pour les hommes d'André Villas-Boas face à Manchester City, même si le visage des Citizens n'est pas si resplendissant que ça. On va avoir l'occasion d'en parler avec mes deux invités du jour. On a d'abord Romain de la team temps additionnel. Salut à toi Romain. Salut Quentin, salut Maxime. Donc, et puis tu l'as bien annoncé puisqu'on a Maxime le boss d'Ultimo Diez. Salut à toi Maxime. Bonsoir l'équipe, merci pour l'invitation. C'est normal et merci à toi d'être là Maxime. Alors donc avant de commencer l'émission, pour les gens qui connaissent pas forcément Ultimo Diez, même si je pense qu'ils connaissent plus Ultimo Diez qu'ils nous connaissent nous, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ultimo Diez? Et je pense qu'il y a un petit projet qui va sortir dans pas très longtemps te concernant Maxime. Alors, concernant Ultimo Diez, donc c'est un omnimédia. C'était au départ un simple site internet, c'est devenu un omnimédia qui traite de foot sans vouloir raconter vraiment Disons qu'on cherche pas à clic, on essaie de raconter de belles histoires au quotidien. On est une petite équipe d'une quarantaine de rédacteurs désormais. Un petit projet qui se professionnalise tranquillement avec des partenaires, notamment Sport Content. Donc c'est avec toujours grand plaisir que je viens vous voir. Et donc là, tu vas sortir le courant novembre prochain un livre intitulé 1987 Génération sacrifiée, donc qui va parler de joueurs comme Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Karim Benzema, Samir Nasri, pour ceux qu'on connaît le plus. De quoi va parler en gros ton livre qui va sortir prochainement? Alors oui, le 24 novembre prochain, le livre 1987 Génération sacrifiée, c'est une enquête de 200 pages, de quasiment 2 années de travail qui prend part à raconter l'histoire des 18 champions d'Europe U17 de 2004. Donc l'équipe, effectivement, tu l'as dit, de Benzema, Ben Arfa, Nasri, Ménez, mais pas que. Et j'insiste sur le pas que, parce que j'ai tâché de donner la parole à tous les joueurs présents dans cette équipe de 2004, à leurs proches, aux joueurs qui les ont côtoyés, aux coachs qui les ont côtoyés, à des agents, à des journalistes, pour essayer de comprendre un petit peu comment cette génération qui devait écrire l'histoire du football français, qui était quasiment destinée à ça, je dirais, est passée un petit peu à côté d'un destin, en tout cas national, sous le maillot de l'équipe de France. Certains ont connu plus de galères que de grands moments, et on ne leur prédisait pas ça, et donc le livre raconte les problématiques de chômage, de racisme, de binationalité, de relations joueurs-médias aussi, tout au long du livre et au travers des parcours et des témoignages des principaux acteurs. Bon, en tout cas, ça s'annonce très, très intéressant, Maxime. Et donc, ça sort le 24 novembre prochain. N'hésitez pas à vous le procurer dès que possible, les amis. Alors, on va parler donc de ce match maintenant entre l'Olympique de Marseille et Manchester City qui va compter pour la deuxième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions. Marseille qui a plutôt mal débuté sa campagne de Ligue des Champions. On va y revenir avec toi, Maxime, avec cette défaite 1-0 face à l'Olympiakos, même si Marseille s'est un peu ressaisi lors de cette victoire samedi face à Lorient 1-0 au Moustoir. De son côté, Manchester City a gagné face à Porto, mais a fait des contre-performances en championnat, dont ce match nul face à West Ham le week-end dernier. Je pense que tu pourras nous en parler un petit peu aussi de ton côté, Romain. Alors, tout d'abord, pour parler de l'Olympique de Marseille, on peut être que déçu de l'entrée en matière des hommes de Villas-Boas, hein, Maxime. Oui, surtout que c'était a priori peut-être l'adversaire le plus prenable du groupe. De commencer en Grèce, même si là le fait que le public ne soit pas forcément présent dans le stade, enlevait une petite épine du pied aussi de l'équipe de Villas-Boas, mais elle est complètement passée à côté de son match. À demi-mot, j'ai cru comprendre dans les interviews d'après-match que le coach portugais n'aurait pas été contre un match nul et qu'il était presque venu pour ça. Je trouve que ça manque effectivement beaucoup d'ambition.
Ça manque aussi d'un fond de jeu, mais ça c'est criant, c'est une récurrence depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est un début très compliqué, surtout que vous l'avez dit, eh bien cette semaine c'est Manchester City, certes à domicile, mais c'est Manchester City. Et avec 2 défaites au compteur après 2 matchs, la campagne européenne démarrerait extrêmement mal. Alors, sachant que derrière, il y aurait un déplacement à Porto la semaine d'après, va falloir être le plus vigilant possible face à des joueurs de City qui vont être certainement très assoiffés, puisque cette contre-performance face à West Ham va forcément piquer leur orgueil. Alors, de ton côté, Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur City? Qu'est-ce que tu as pensé déjà de l'entrée en matière de City en Ligue des Champions et de ce qui s'est passé ce week-end en championnat? Alors moi déjà, Manchester City, il faut savoir que je suis pas un supporter acharné comme Maxime Paulette de l'OM. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup le club depuis l'arrivée de Sergio Agüero, qui est un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Après, pour revenir un peu sur leur début de saison, il est complètement en demi-teinte. On a l'impression que Guardiola a du mal à trouver un 11 type avec des blessures, des joueurs qui reviennent pas forcément très en forme. Il n'arrive pas à aligner 11 joueurs correctement. Il y a les recrues en plus qui sont arrivés cet été. Et moi, je trouve que le gros défaut, c'est qu'il y a un gros manque de motivation. Le but que marque West Ham ce week-end, c'est l'exemple type du Manchester City de cette année. C'est-à-dire que la finition d'Antonio est absolument exceptionnelle. On ne peut pas lui enlever ça. Mm-hmm. Mais les 10 secondes d'avant, où on a un joueur qui est seul au point de corner, entouré par 3 Citizens, et qui trouve le moyen de donner une passe en retrait à Koufal, qui a tout le temps de centrer, c'est absolument inadmissible à ce niveau-là. Et c'est le genre d'erreurs qui vont payer en Ligue des Champions, qu'ils ont eu la chance de ne pas payer contre Porto, parce qu'ils se sont bien réveillés après avoir encaissé le score, le premier but assez rapidement. Même contre une équipe comme Marseille, qui est sur le papier plus faible qu'une équipe de Première Ligue ou qu'une équipe de Porto, ce genre d'erreur, ils vont le payer cash. Donc il va vite falloir se réveiller, trouver un regain de motivation, et peut-être trouver un 11 de départ un peu plus fixe jusqu'ici. Justement, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à cette erreur défensive qu'a coûté un but à City. On voit beaucoup de grosses équipes anglaises dans ce début de saison faire de grosses boulettes. On a vu Chelsea le week-end dernier face à Southampton. Manchester United n'est pas non plus une assurance tout risque derrière. Comment tu peux expliquer que justement les gros clubs en ce moment en Angleterre ont beaucoup de mal défensivement en ce début de saison? Alors comment ça s'explique, je sais pas. C'est vrai que les gros clubs, comme par exemple Manchester City, même si en tant que supporter de l'OL, je suis bien content qu'ils soient sortis de la Ligue des Champions rapidement. Ils ont quand même eu des matchs cet été. La plupart des joueurs ont eu très peu de vacances, très peu de repos. Ils ont dû peut-être une semaine, 10 jours de vacances avant de revenir prendre l'entraînement avec leur club pour préparer la nouvelle saison. Des recrues qui arrivent au dernier moment. Pas vraiment. Enfin, pour les gros clubs, pour la plupart des gros clubs, aucune préparation de pré-saison. Donc c'est vrai que c'est jamais facile. Et des effectifs qui sont un peu chamboulés. Le Covid a pas arrangé tout ça, même si c'est un peu pour toutes les équipes. Ça n'a pas aidé les clubs, que ce soit en Angleterre ou même ailleurs, mais plus précisément en Angleterre, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai que City, tout comme Wolverhampton par exemple, n'a pas eu de match de préparation. Ça peut jouer dans un début de saison, dans une entame de saison du moins. On espère quand même que City va régler ses problèmes assez rapidement. Alors côté marseillais, on a parlé de ce match face à Lorient ce samedi qui s'est soldé par une victoire et un but de Balerdi. D'ailleurs le tout premier but du joueur prêté par le Borussia Dortmund avec l'Olympique de Marseille. Sur une erreur d'appréciation de ma part, je pense, de Nardi, le gardien lorientais. Mais alors Villas-Boas semblait satisfait de la prestation de ses hommes. Est-ce que tu es aussi satisfait que le coach portugais, toi, Maxime? Il y a toujours 2 prismes. Il y a le prisme point et il y a le prisme plaisir. Sur le prisme point, effectivement, après une défaite en Ligue des Champions, dans un mois qui s'annonce assez chargé, aller gagner à l'extérieur, même si c'est contre le promu Lorientais, c'est pas mal. L'équipe avait légèrement tourné, etc. Bon, tu peux te dire que c'est 3 bons points. Mais sur le prisme du jeu, voire du plaisir, si vraiment on est exigeant avec l'Olympique de Marseille, il manque toujours un truc. Alors, le point positif pour moi du match de samedi, c'est que défensivement, ils n'ont pas été inquiétés, ou très peu. Et ça, déjà, ça doit rassurer la défense, qui sera globalement la même mercredi. Je pense pas que Balerdi va jouer, mais hormis ça,
Ça va faire du bien à Sakai, ça va faire du bien à Mavi. À Mavi qui continue de revenir tranquillement, et tant mieux, parce qu'il n'y a quand même pas de concurrence très délicat. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler si on fait un petit peu la preview du match et des clés du match à venir. Mais bien sûr, ouais. J'ai toujours un doute parce que cet Olympique de Marseille est toujours sur un fil. Il perd très peu, il gagne plus qu'il ne devrait si on en croit le contenu des matchs. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas les résultats définitifs du week-end, mais c'est une place dans les 5-6 premiers de Ligue 1. C'est quasiment 2 points par match. Que dire si ce n'est que c'est pas un mauvais début de saison. Après, combien de temps ça va durer, ce genre de questions. Sur le moyen terme, effectivement, là, il y a des problématiques. Pour le match d'hier, c'est un match dominé où ils ont réussi à s'imposer, certes sur un petit coup de chance, mais ils se sont imposés. Et comment le pragmatisme de Villas-Boas l'emporte encore une fois. Je sais pas combien de temps il va être béni des dieux, mais pour le moment, ça tient. Donc en championnat, mais bravo. Qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre que bravo, on s'ennuie, mais bravo, parce que t'es dans le bon wagon, quoi. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il est dans le faux pour le moment en championnat, en tout cas. Les résultats parlent pour lui, ça c'est sûr. Ah oui, mais il y a que ça. Tout le problème est là. C'est qu'il y a vraiment que les résultats qui parlent pour lui. Il est quand même de plus en plus critiqué. Que ce soit par la presse, enfin pas toute la presse parce qu'il a encore quelques VRP, mais par les supporters, il se fait de plus en plus tenser. On a quand même, j'ai l'impression, mis très en avant le travail de Longoria cet été et pas forcément le travail de Villas-Boas. Bon. Avec des choix tactiques qui sont quand même parfois un petit peu scabreux ou discutables. Je pense que notamment la défaite contre l'Olympiakos est pour lui, clairement. Bon, effectivement. Il l'a reconnu en conf de presse. Non. En tout cas, il a pris la défaite pour lui mercredi à la sortie du match. Ça, il a pris la responsabilité. C'est déjà ça. Ça, mais c'est un extrêmement bon communicant. Il sait aussi quand il faut prendre un peu sur soi pour ne pas dire que certains de ses choix sont mauvais. Parce qu'au final, quand il prend pour lui, c'est aussi pour ne pas accabler certains joueurs qui ne devraient pas porter le maillot, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas ne devraient pas être titulaires indiscutables, quelle que soit la grille des salaires à l'Olympique de Marseille. Alors Romain, je pense que tu avais un truc à dire sur la rencontre de Marseille face à Lorient et de ce que les hommes de Villas-Boas ont pu produire. Ouais, alors pour rebondir un peu justement sur avant de dire ce que je pense du match, pour rebondir un peu ce que vous disiez sur Villas-Boas, je pense qu'il a une grosse qualité et c'est ce qui sauve Marseille un peu depuis ce qui les a amenés en Ligue des Champions et ce qui les sauve un peu depuis qu'il est là, à côté du contenu qui est pas forcément très très intéressant depuis un an et demi. C'est qu'il a une capacité à fédérer ses joueurs autour d'un objectif et autour d'un esprit d'équipe qui est assez important. Enfin, moi qui suis supporter de l'OL, j'ai des fois, je vois les joueurs de Marseille et un Marseillais qui marque un but et un Lyonnais qui marque un but, ils n'ont pas la même réaction. À Marseille, j'ai l'impression d'avoir plus un groupe où ils ont vraiment envie d'avancer. C'est pas forcément facile et que ce qu'ils font est pas forcément excellent. Assez, et je pense que assez fédérés autour de Villas-Boas. Ça, c'est ça. Je pense que Villas-Boas a un gros rôle à ce niveau-là. Il sait qu'il n'a pas forcément les meilleurs joueurs, qu'il n'est pas forcément capable de faire et de mettre en place tout ce que lui voudrait mettre en place. Mais il a cette capacité à amener ses joueurs à tous marcher dans le même sens, dans un même objectif, pas avoir de problème dans le groupe, avoir vraiment des joueurs qui vont dans la même direction. Donc je pense que ça peut être un avantage et ça peut être quelque chose qui dans des gros matchs contre Manchester City, par exemple, peuvent faire l'affaire. Après, pour revenir un peu sur le match de Lorient, j'aurais tendance à dire que le match il est un peu malvenu pour Marseille. C'est pas du tout le bon match pour préparer Manchester City. Parce que pour moi, pour aller battre ou du moins chercher un résultat contre City, même à domicile, Marseille, ils vont devoir travailler défensivement, être très costaud défensivement, parce que City, même si cette année c'est un peu mou, pour aller leur prendre le ballon, c'est un peu compliqué. Donc ils vont subir, ils vont voir des assauts arriver dans tous les sens, que ce soit des assauts rapides ou des assauts posés sur des attaques qui peuvent durer 45 secondes, voire 1 minute.
Et ensuite, il va falloir être capable de se projeter vers l'avant très rapidement. Et le match contre Lorient, c'était plutôt un match où ils ont été tranquilles, où ils ont pu faire tourner, où ils ont eu des occasions, où justement ils ont dû éviter de prendre des contres. Donc ça va être un peu l'inverse. Donc je pense que c'était pas le match parfait pour le préparer, mais avoir gagné un match un peu difficile comme ça à l'extérieur, où ils ont un peu galéré tout le match à aller marquer ce but, ça va quand même leur faire du bien au moral et donner un petit coup de motivation après l'Olympiakos, qui est un gros échec. Alors justement, tu parlais de cette assise offensive que peut avoir City et des garanties défensives que doit avoir l'OM. Je trouve que c'est pas là où on a le plus d'interrogations côté marseillais. S'il y a des interrogations à avoir, ce serait plus offensivement. Comme tu l'as dit, les phases d'opposition de Manchester City vont être assez longues et je pense qu'on a les joueurs que l'Olympique de Marseille a les joueurs pour batailler à ce niveau-là. Ça a été démontré lors du match face à l'Olympiakos, je pense, dans le sens où ça a été solide face à une équipe, surtout en deuxième mi-temps, qui a poussé énormément. La défense n'a pas forcément rompu. Après, il y a eu cette erreur d'Amavi, malheureusement, qui coûte le but en fin de match à l'OM. Mais c'est de bon augure face à une équipe qui, je pense, va avoir beaucoup le ballon et qui va se procurer énormément d'occasions avec un Mandanda qui risque de répondre présent dans ce genre de match, puisqu'il c'est ce qu'il fait depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois même, et une charnière centrale plutôt solide. Après, au niveau des latéraux, c'est autre chose. Mais je pense que si les Marseillais doivent avoir une interrogation, c'est au niveau de l'animation offensive. Et ça fait débat depuis plusieurs semaines, désormais depuis le début de saison et surtout sur la fin de saison dernière. Ce 4-3-3 qui a été conduit face à l'Olympiakos, est-ce que c'était une erreur de le mettre en place selon toi, sachant que Maxime, sachant que le 4-4-2 avait fonctionné le match d'avant face à Bordeaux? Alors, il y a deux choses. Il y a la tactique d'une part et il y a les ambitions et ce qu'on fait faire dans les animations. Bien sûr. Là où moi je suis relativement craintif, c'est dans les déclarations qu'on a pu voir hier d'André Villas-Boas, qui, sans être grivois ou vulgaire, a quand même dit qu'il avait une petite diarrhée avant d'affronter City. Et c'est là tout le problème. Il a annoncé un petit peu les clés du match en disant on va leur laisser la possession, on va éviter de les presser, c'est-à-dire que tu vas avoir un bloc très bas, ça va être alésia pendant 90 minutes, et derrière, tu vas essayer, mais tactique Paris Saint-Germain aussi, tu vois, d'avoir un coup de pied arrêté, de croiser fort les doigts, et d'essayer de toucher une tête ou un pied sur un coup de pied arrêté, ou sur un contre. Encore que les contres, faut que la balle elle aille jusque dans la surface. Et ça, c'est jamais facile cette année pour l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai très peur de ça. C'est-à-dire que, vu la tactique abordée, vu la façon dont tu sembles aborder le match, Lyon avait fait un petit peu pareil, malgré tout, quand même, contre City. Si on veut reprendre un comparatif pendant le Final 8, Lyon avait abordé un petit peu cette équipe de City en disant, bon, de toute façon, on ne pourra pas faire opposition dans le jeu, donc on va leur laisser le ballon et on va essayer de bien contrer. Sauf que Lyon a une capacité à mieux contrer que l'Olympique de Marseille, pour moi. Dans les enchaînements offensifs, dans les joueurs et le profil des joueurs dont disposent les deux clubs, pour moi, il y a quand même une force de frappe un petit peu plus impressionnante pour Lyon que pour l'OM. Et puis, ils ont Maxwell Cornet, donc à partir de là, il peut rien leur arriver contre City. Mais là où j'ai peur pour l'Olympique de Marseille, c'est que s'ils prennent un but relativement tôt dans le match, ça peut partir en volée, mais une volée, attention, hein, parce qu'il y a un esprit de révolte qui est relatif dans cette équipe-là. Je les ai jamais, autant ils sont très soudés, autant un leader qui harangue, qui est capable de porter son équipe. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais j'en trouve pas un. Payet n'est plus à ce niveau-là. Florian Thauvin est un petit peu un contre-coup, peut-être un petit peu physique aussi du manque de rythme. J'en vois pas un. Je ne vois personne capable d'avoir ce charisme d'impulser quelque chose. Et s'ils prennent un but rapidement, ce qui est forcément possible contre City, franchement attention. Et justement là, c'est là là où il va falloir faire attention, c'est ce début de match pour l'Olympique de Marseille.
Alors après, niveau offensif, là, le City va être amputé de peut-être, pas encore, on n'est pas encore sûr de Sergio Agüero, qui s'est blessé face à West Ham. En quoi l'absence d'Agüero peut être importante côté City, Romain? Est-ce que il y a d'autres absents notables? Alors on sait que Gabi Jesus, lui aussi, sera absent pour cette rencontre. Qui est aligné en pointe dans ce cas côté City pour Guardiola? Alors pour moi, l'absence de Agüero, c'est un gros problème dans le sens où, comme tu l'as dit, Gabi Jesus est blessé aussi, donc pas de vrai numéro 9. Après, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Phil Foden. Et je pense que c'est le genre de joueur qui peut aligner en faux 9, 9,5 derrière qui une paire Sterling, qui a marqué marqué ce week-end et qui, heureusement qu'il est rentré d'ailleurs parce que City avait beaucoup de mal à animer le jeu. Et c'est lui qui est venu mettre en dehors de son but, qui est venu vraiment rajouter la vitesse dont City avait besoin dans l'entrejeu. Je pense qu'en 9,5, en un peu faux numéro 9, comme pouvait l'être un Benzema à l'époque de Ronaldo, il peut venir faire du bien juste derrière une doublette Sterling-Mahrez qui permuterait, qui bougerait. C'est vrai que Sterling, et moi j'ai tendance à le préférer dans l'axe que sur le côté. Sur le côté, je trouve qu'il est beaucoup moins efficace, il fait beaucoup de gris-gris, il fait beaucoup de choses inutiles parce que justement il a de l'espace et qu'il veut s'enflammer sur des choses que soit il sait pas faire, soit qui sont pas forcément utiles. Alors que dans l'axe, il va tendance à aller beaucoup plus vers le but et être beaucoup plus dans l'efficacité que dans la comment dire ça, dans le dribble et dans la folie. Donc je pense qu'un Foden derrière un Sterling et un Mahrez peut être très intéressant. Après, ça voudrait dire faire reculer Kevin De Bruyne s'il joue, parce que c'est vrai qu'il est aussi plus ou moins en retour de blessure. On connaît pas trop sa condition physique. Il est rentré en fin de match face à West Ham, mais on a senti que c'était pas le Kevin De Bruyne qu'on voit d'habitude. Donc je pense que c'est vrai que le manque d'un faux numéro 9, d'un vrai point d'ancrage devant, que ce soit Jesus, qui est plus un joueur de profondeur, ou Agüero, qui a appris à être un joueur plus d'appui et de finition dans les dernières années avec l'âge, ça va leur manquer. Mais un Foden en 9,5-10 derrière une doublette Mahrez Sterling, je pense que ça peut être intéressant. Il faut voir ce que ça donne par rapport à la compo et au dispositif que va sortir Villas-Boas. Mais ça peut être intéressant. Alors, on a dit en début d'émission que City avait un peu du mal cette saison. En témoigne le résultat de ce week-end et également le classement auquel se trouve Manchester City actuellement, 13e de Première Ligue à l'heure où on parle. S'il y avait une faiblesse vraiment, Maxime, à donner côté Citizen pour donner un peu espoir aux Marseillais, tu t'appuierais sur quoi? Il y a même plus Otamendi. Oui, on peut pas se moquer d'Otamendi. Il y en a d'autres en défense, il y en a d'autres qui sont très limites quand même. C'est ça. Alors, je dirais que c'est une équipe qui doute. Et effectivement, sans dire qu'ils peuvent perdre pied, parce qu'il y a des trop grands joueurs dans cette équipe pour perdre pied, mais si tu arrives quand même à les bousculer, alors attention, parce que les bousculer, tu les bousculeras pas si tu restes dans ton camp, encore une fois. On en revient toujours à cette histoire d'animation. Si tu les bouscules, si tu leur montres que tu es là, que tu peux claquer à tout moment. Attention, là on en demande beaucoup à l'Olympique de Marseille. Je les aime beaucoup, mais ils me pourrissent la vie quand même. Donc, si tu leur montres que tu peux leur rentrer dedans, un peu comme l'a fait l'Olympique Lyonnais, franchement, il faut prendre. Je suis pas un grand fan de l'Olympique Lyonnais. Ce soir-là, ils ont fait une très belle performance. Et quoi qu'il arrive, il faudra, pour éviter la défaite, vu l'écart de niveau, qu'il y ait une contre-performance quelconque de la part de City, qu'elle soit offensive ou défensive. S'ils sont à leur niveau, tu n'as rien à espérer. Et je suis désolé, mais il y a un trop gros delta. Et l'Olympique de Marseille, même si il gère plutôt bien les gros matchs sous Villas-Boas, c'est-à-dire que contre Lyon, parfois ça gagne. Tu vois, tu n'es plus sur la strike de défaite contre le PLM qu'avait Rudy Garcia, par exemple. Mais malgré tout, j'ai très peu d'espoir. Je ne vois pas comment l'OM peut l'emporter déjà, mais si City à son niveau, ou vexé de ce qui se passe un peu autour d'eux, de leur place en championnat, etc., je ne vois pas comment City ne pourrait pas gagner ce match, sachant qu'une victoire de City, ça les envoie quasiment, sans être méchant avec l'Olympiakos et Porto, ils étaient ultra favoris avec 2 victoires en 2 matchs. Je dis pas qu'ils clôturent un peu ce groupe, mais ils prennent la tête et je pense que personne ne les reverra.
Disons que oui, je pense que tu as très bien résumé la situation. Si l'OM est à son niveau, mais que City est un cran au-dessus, la différence est trop grande. Donc je pense que City l'emportera sans problème. Après, tu as fait le bon parallèle, je trouve, et le match face à Lyon est je pense la référence qu'il faut prendre en compte. City, ce jour-là, n'a pas été bon. Lyon en a profité, et je pense que Romain, tu diras pas le contraire. Et c'est ce genre de match sur ce genre d'erreur que Marseille doit capitaliser, je pense, parce que si on a une animation offensive côté City, rondement huilée, avec un Sterling et un Mahrez dans leurs grands jours, je vois très très mal l'OM s'en sortir mardi face à City. C'est vrai que si vous avez parlé pas mal du match contre Lyon en Ligue des Champions, donc comme je disais, moi, en tant que supporter de l'OL, je vais pas forcément être très objectif, mais j'ai trouvé que certes City avait pas été à son top niveau contre l'OL, mais j'ai trouvé que Lyon avait fait un très bon match dans le sens où on a décidé de leur rentrer dedans tout de suite et de pas justement leur montrer qu'on les attendait et qu'on allait passer 90 minutes à souffrir. On a pressé pendant 15, 20, peut-être même 25 minutes de manière efficace, et les équipes comme City, c'est des joueurs qui aiment pas ça. Un Bernardo Silva, il déteste qu'on lui monte dessus. Un Rodri, qui est pourtant très physique, il a horreur de se faire presser et qu'on vienne lui mettre des coups d'épaule ou qu'on vienne lui mettre la pression. Des joueurs comme Mahrez, c'est la même chose. Mahrez, si tu lui laisses 2 mètres, il va t'en mettre 15. Mais si tu lui laisses 10 cm, il est capable de te sortir un geste de fou, mais 9 fois sur 10, il va paniquer et il va faire un centre pied droit qui va finir en touche, en 6 mètres, ou alors il va faire une mauvaise passe ou une passe en retrait qui sera pas forcément très dangereuse. Donc je pense que c'est des joueurs qui ont cette habitude de fauteuil un peu, dans le sens où ils sont tellement bons techniquement que personne n'ose aller les chercher. Mais si une équipe commence à leur rentrer dedans un petit peu, c'est des joueurs qui aiment pas ça, c'est des joueurs qui n'aiment pas le conflit physique, et Marseille va devoir être bon là-dedans. Après, c'est vrai que forcément ils vont subir, ils vont devoir être compacts en défense. Moi je pense, quitte à laisser centrer par exemple, ils vont devoir être compacts et avoir un bon bloc devant la surface et dans la surface de réparation, parce qu'ils auront clairement l'ascendant et physique et en termes de présence, et ensuite essayer de sortir des bons ballons pour jouer quelques contres. Mais je pense qu'un bon gros quart d'heure, 20 minutes de bon pressing bien organisé pour faire douter un peu City, suivi d'une grosseur de blocs compacts un peu bas, avec une grosse présence dans la surface et des contres bien menés qui peuvent être par exemple lancés par Cuisance ou par des joueurs comme Payet qui pourront pas forcément aller au bout, sur des joueurs comme Thauvin, ça peut être intéressant. Je pense que Marseille va pas devoir subir tout de suite, parce que sinon, comme vous l'avez dit, le match, ils vont avoir l'impression que ça dure une semaine. Mais s'ils arrivent à sortir un peu les ballons, la défense de City est loin d'être irréprochable cette saison, et les saisons précédentes aussi. Ils ont beau changer de joueur, c'est toujours le même discours. Ils ont du mal à se positionner les uns par rapport aux autres. Ils ont du mal à faire les replis défensifs. Donc sur des attaques rapides, Ruben Dias, Laporte, Eric Garcia qui est très jeune, c'est très loin d'être irréprochable et d'être parfait en termes de placement. Donc il y a des coups à jouer. Alors, pour terminer sur l'OM, Maxime, j'aimerais avoir ton avis sur ce que pourrait mettre en place Villas-Boas. Est-ce que ce serait pas l'occasion de lancer en tant que titulaire un Luis Enrique, de remettre ce 4-4-2 avec Camara derrière, qui a d'ailleurs, je pense, beaucoup manqué face à l'Olympiakos. Si t'étais Villas-Boas, est-ce que tu te permettrais de faire, pas des tests, mais de tenter des choses du moins? Au point où t'en es, sincèrement, y a pas, on pourra pas te le reprocher en fait. C'est sur un match coup près où c'est 50-50, où la moindre petite erreur tactique ou de choix peut faire basculer le match. Là, tu prends un risque. Là, dans un tel match, tu prends pas de risque. Je veux dire, si tu mets Pape Gueye titulaire, par exemple, dans un milieu à 3, un peu comme celui qu'on a vu hier, avec Rongier et Camara, et que tu benches Sanson, ou que tu laisses Sanson peut-être sur un côté, ou que pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Moi je suis pas un grand fan de Morgan Sanson. Après il a une polyvalence, et je dirais un coffre dont tu auras peut-être besoin ce jour-là, mais techniquement il va pas t'apporter. Voilà, tu vas le mettre techniquement face à Rodri ou face à Gundogan, bon voilà, il va pas tenir le match, hein. On est d'accord. Après, si tu veux vraiment faire quelque chose, pars du principe que tu vas devoir remonter rapidement les ballons, faire des transitions, etc. Effectivement, Luis Enrique, c'est peut-être le cramer aussi. Moi, je suis pas dans le vestiaire et je suis pas au quotidien avec eux, donc je peux pas te dire si ce joueur-là, tu ne risques pas de l'éteindre
en le mettant face à City, s'il fait un mauvais match, comment tu le récupères derrière? Mais par exemple, tu vois bien qu'un Dimitri Payet, avec tout le respect que j'ai pour lui, il va pas pouvoir te faire des transitions offensives rapides. Si ce n'est par une passe de génie, par un enchaînement de génie. Mais depuis le début de saison, il n'est pas capable de le faire. Il est hors de forme. À un moment donné, aussi cruel que ça peut être, aussi insupportable que ça peut être, Kevin Strootman est le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille. Il a 10 minutes de temps de jeu par match. La grille salariale à l'OM ne doit pas dicter les choix. Et ne doit plus forcément, en tout cas, dicter le choix Payet. Je vois pas. Alors Cuisance, il a peut-être un contre-coup physique aussi parce que sa deuxième période était moins bonne que sa première face à Lorient. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur la qualité technique d'un Michael Cuisance, par exemple, sur ce match-là. Si tu te dois d'être irréprochable offensivement, il faut se donner les armes et les joueurs qui pourraient te permettre d'avoir le moins de déchets possible. En l'occurrence, un Dimitri Payet, je suis pas persuadé qu'il va faire les efforts pendant 90 minutes ou qu'il va être capable, qu'il va avoir la volonté ou juste qu'il va avoir les jambes pour remonter le ballon rapidement. Alors ouais, il peut te faire un coup d'éclat, ouais, c'est un risque de le mettre sur le banc, ouais, il risque de faire la gueule, tout ce que tu veux. À un moment donné, si tu veux que l'OM progresse dans le jeu, il va falloir faire des choix. Et les choix d'hommes, pour le moment, Villas-Boas, il en fait pas trop. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il tient très bien le vestiaire. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment Romain, dans le sens où il a l'air d'avoir une fusion avec ses joueurs, et s'il est resté, c'est aussi pour ça, etc., etc. Ok, ouais, évidemment, il a réussi à se mettre dans la poche les cadres. Mais si tes cadres, ils te lâchent techniquement dans les matchs, peuvent-ils encore être des cadres? Voilà, vous avez 4 heures, c'est un sujet de philo. Et puis voilà. Mais c'est peut-être... Enfin, on n'est pas dans le vestiaire. C'est délicat pour nous de dire il faut bench Dimitri Payet. Après, en termes de méritocratie, il ne doit pas le jouer ce match-là. Mais comme il ne doit pas en jouer d'autres. Après, lui sera frais. Il n'était pas là contre Lorient. Toujours pareil. Suspendu, on n'a pas toutes les clés. On n'a pas toutes les clés, mais ouais, tente des trucs. Il est perdu ce match-là de toute façon. Il est perdu d'avance ou quasiment. Tu l'as pas coché pour avoir des points. Donc tente des trucs. On reprochera jamais rien. Si tu es immobile, que tu laisses Morgan Sanson, Dimitri Payet, etc., et que t'es nul, et que tu touches pas un ballon, là on te dira il y a immobilisme. Tu vois. Si tu tentes un truc, on pourra pas te le reprocher, sauf si ça finit à 10-0. Mais de toute façon, tu sais que tu vas le perdre. Ça coûte pas grand-chose de le tenter. Donc on aura des éléments de réponse en tout cas mardi à 21h pour ce match entre Marseille et Manchester City. Pour terminer, on va faire les paris les paris sportifs de cette rencontre qui aura lieu au Vélodrome entre les hommes de Villas-Boas et ceux de Pep Guardiola. L'équipe de Traditionnel va vous proposer, pour faire un petit peu de chauvinisme et en étant tout en étant rationnel, un petit Marseille ou match nul, même si c'est le rationnel là-dedans, dans ce match qui semble mettre City en position d'ultra favori, n'est pas forcément dans ce pari. Donc Marseille ou nul 2,85. Si t'avais un pari à faire, Romain, ce serait lequel? Moi, je dirais City ou nul, parce que je vois pas du tout Marseille s'imposer pour être vraiment safe. Je dirais City ou nul, parce que je vois pas du tout Marseille s'imposer. Mais je pense que sur 90 minutes, ils peuvent éventuellement tenir les assauts. Et si je veux faire un pari peut-être un peu plus osé, je mettrais peut-être un Sterling buteur. Alors un Sterling buteur, et puis Marseille ou nul, c'est 1-11. Manchester City ou nul, pardon, c'est 1-11. Et de ton côté, Maxime, tu nous conseilles quoi comme pari? City et plus de 2,5 buts. Phil Foden buteur. Ouais, déjà, s'il est titu, Phil Foden buteur, ou alors Sterling, c'est peut-être la cote la moins... C'est peut-être le buteur le plus plausible, mais non, très sincèrement, je vois pas Marseille faire quelque chose mercredi. Mercredi, je sais plus. Mardi, pardon. Je vois pas tu vois, ils vont bien me mettre en plein milieu de semaine, ils vont me déprimer. Mais alors, non, on je n'a pas encore pas l'OM.
Malheureusement, je pense que c'est le cas pour de nombreux supporters, mais bon, l'espoir fait vivre quand même, on sait jamais. Peut-être que l'Olympique de Marseille va réussir à sortir un exploit. En tout cas, merci à vous deux, Romain et Maxime, d'être passés dans cette émission spéciale sur la Ligue des Champions et sur cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Manchester City. Merci à toi Maxime d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que ton livre 1987 Génération sacrifiée sortira le 24 novembre dans toutes les bonnes librairies qui se respectent, hein, et sur tous les sites. Tous les sites. Oui, les librairies indépendantes, si vous pouvez, si j'ai qu'un message à faire passer, c'est celui-là. Faites travailler les gens en local au plus possible. On vit des moments assez compliqués. Je sais que la facilité, c'est Amazon, c'est la Fnac, et moi le premier, parfois je craque parce que c'est la facilité. Mais si vous avez une petite librairie indépendante qui peut le choper, auquel vous pouvez le commander, faites travailler les gens local, c'est toujours mieux. Voilà, essayez de faire survivre un peu ces gens-là. En tout cas, merci à toi pour ce petit message, Maxime. Et on dit merci aussi à Romain, qu'on retrouvera pas dans les librairies, hein, bien sûr, mais qu'on retrouvera de temps en temps dans temps additionnel pour vous parler de football, comme à son habitude. Ouais, merci à toi, Quentin, pour l'invitation. Écoutez, on se quitte là-dessus. Merci à vous encore de nous avoir suivis. Merci encore à vous d'être de plus en plus nombreux. Les chiffres sont de plus en plus hauts et merci à vous pour tout ça. On se retrouve dès ce week-end pour les nouvelles affiches des championnats européens. C'était Quentin, temps additionnel. Salut à tous.